aujourd'hui, c'est la première partie d'une masterclass qui va se dérouler en 2 temps. J'aime bien faire ça aujourd'hui pour avoir un peu plus de temps pour décrypter des sujets majeurs en cette année 2024. Cette première partie s'intitule donc «Comment bien vivre de son activité de freelance». C'est de pouvoir comprendre les difficultés pour vivre de son activité de freelance aujourd'hui, et notamment de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on me pose, moi, régulièrement au quotidien, en disant, ben voilà, moi, je me suis lancé, j'ai aujourd'hui les indemnités France Travail, ex-Pôle emploi, et en fait, je me rends compte que j'ai fait un peu le tour de mon réseau perso, j'ai décroché les 2 premiers clients que je pouvais, et je vais avoir un souci de rentabilité, un souci de pouvoir effectivement en vivre. Donc, on va regarder effectivement cela. On va s'intéresser aux points cruciaux du modèle économique de l'indépendant sur le marché de la paie, à travers trois process clés, on va les voir. Et puis, on va se dire qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux outils qui arrivent, notamment des robots numériques qu'on appelle l'intelligence artificielle. Bon, l'idée, c'est de voir comment cela peut nous aider. Donc, aujourd'hui, cette première partie, on va poser le sujet, on va vraiment identifier les problèmes, puisque, comme le dit le sage, n'est-ce pas, savoir bien poser un problème, c'est le résoudre à 50%. On a été souvent interpellé et on a classé ces interpellations selon les 2 parties. La partie 1, c'est je me rends compte que je sais faire mon métier, mais je ne sais pas forcément gérer mon business. Et la partie 2, ce sera je décide d'apprendre à gérer mon business et j'investis sur moi-même. Donc moi, je suis Thierry Cheby, je suis spécialiste marketing du marché de la paye. Je travaille sur les différentes questions qui portent sur aujourd'hui la vision qu'on peut avoir du prestataire paye en France, et à travers finalement le positionnement que nous pouvons avoir en tant qu'indépendants, indépendant ou cabinet à taille humaine, en fait, en tant que spécialiste de la paye, vraiment, par rapport à des professions ordinales que peuvent être les experts comptables, les avocats en droit social, etc. Je m'intéresse particulièrement à toutes les technologies, outils, etc., qui nous permettent d'agir au mieux, de pouvoir sécuriser nos productions, nos activités, de pouvoir les optimiser. Et là, on va voir que justement, ça va être une part très importante dans la façon dont on pourra amener des solutions pour casser notre plafond de verre. Et je suis également donc en fait cofondateur du premier label qualité national des prestataires paye, des spécialistes de la paye, qui est QualiProPay, et je suis auteur du blog Réussir son cabinet paye. Voilà. Donc ma mission, c'est de pouvoir partager le maximum de valeur et de sensibiliser à la façon dont justement on peut créer son activité en tant que professionnel de la paye, en captant cette valeur et en se positionnant vraiment sur une vraie vision de ce qu'on peut produire et comment on peut le produire. Donc, je vais passer la parole à Wilson, qui, j'espère, va rester avec nous pendant tout le long de ce webinaire, puisque je vois, Wilson, qu'effectivement, les soucis techniques qu'on a identifiés avant le lancement de la masterclass continuent un petit peu. Donc, on va s'accrocher, on y croit. Ah oui. Parce que Wilson, en fait, ça va être très important. Tu vas pouvoir témoigner, revenir un peu sur le témoignage que tu as fait sur LinkedIn d'ailleurs hier, sur ton parcours. Et moi, ça m'intéresse vraiment de pouvoir partager ce parcours qui est le tien auprès de toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Parce que je pense que c'est un parcours dans lequel chacune et chacun pourra se reconnaître sans doute, de par l'origine, ta formation, tes premiers pas, ton parcours professionnel au sein de structures, ce qui t'amène aujourd'hui à être dans une posture plus d'indépendant, et toutes les questions que tu t'es posées justement sur aujourd'hui, comment faire un business le plus sûr possible, le plus efficace possible, et dans lequel on puisse s'épanouir. Et on décryptera ensuite justement ta story. Donc, Wilson, d'abord, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Un grand merci du temps qu'on a passé aussi ensemble à préparer tout cela. Et puis, en fait, donc, je vous invite à vraiment noter au fur et à mesure vos questions, au fur et à mesure que Wilson va témoigner, de façon à ce qu'on puisse revenir ensemble ensuite sur chacun des points. Alors, Wilson, j'ai repris un petit peu ton carrousel sur LinkedIn. Tu me diras à un moment donné
comment tu veux qu'on puisse les projeter? Vas-y, Oui, je à toi. ben, moi, comme beaucoup de GP, hein, on est tous passés par la case formation de gestionnaire de paye. Certains ont plutôt commencé directement en tant que RRH ou comptable, mais à un moment ou à un autre, il fallait qu'on passe par une formation gestionnaire de paye si on voulait avoir les bases et pouvoir être cohérent et efficace dans les conseils qu'on peut donner à nos clients. Pourquoi je dis clients? Parce que moi, de mon côté, très rapidement, j'ai pris le choix d'intégrer des cabinets d'expertise comptable, parce qu'on on m'a toujours dit que c'était la meilleure école pour apprendre le métier, de la diversité des clients et des conventions collectives qu'on peut avoir. Et du coup, voilà, à la sortie de ma formation de gestionnaire de paye, ben, j'ai réussi à décrocher un premier stage. Ça a été pas facile, mais j'ai réussi à en trouver un qui était pas très loin de chez moi. Et ça, c'était vraiment nickel. Et sur lequel j'ai appris beaucoup de choses, sur lequel on m'a donné très rapidement une certaine autonomie dans la réalisation des bulletins de paye, alors que à la base, je ne connaissais rien du tout à la façon de produire des bulletins de paye. Et j'ai pu monter jusqu'à 400 payes par mois. Et c'est en plus sur un très, 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 très vieux logiciel que je ne vous dirai pas maintenant parce que c'est pas intéressant, mais voilà, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui, Silae, où vraiment très rapidement on peut rentrer des variables, très rapidement on peut construire un dossier, etc. C'était sur un très, très, très vieux logiciel, l'ancien de Cegid, qui s'appelle CCMX. Voilà, j'ai le nom qui m'est retrouvé. Et du coup, là, une fois cette expérience de stage est terminée, ben, comme je dis, hein, j'ai vraiment, vraiment galéré à trouver ma première expérience professionnelle parce que, encore pire à l'époque, chaque fois on nous demandait il faut de l'expérience, il faut de l'expérience, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas d'expérience, oui, c'est un stage, oui, c'est 6 mois, vous n'avez pas. Et je suis tombé sur cette petite annonce où le manager recherchait un junior avec 1 an d'expérience. Moi, j'avais que 6 mois, mais je suis allé au culot, j'ai donné mes arguments et j'ai intégré cet emploi qui, en retrouvant mon bulletin de paye que j'ai partagé, j'y croyais pas parce que j'étais persuadé que je touchais 1 700 € à l'époque, brut. Et quand j'ai revu mon bulletin de paye, j'étais moi-même choqué. Et il y a bien marqué assistant paye, alors que j'étais gestionnaire de paye. J'avais mon propre portefeuille et je gérais la paye de A à Z. Je n'avais pas de superviseur au-dessus de moi. Mais, euh, mais j'ai dû partir au bout d'un moment et dire sincèrement à l'employeur, désolé, mais là, en fait, le salaire, quand je fais mon benchmark, même si je suis junior, ça ne le fait pas. Ça m'a permis voilà, je suis parti au bout de ma période d'essai. Et là, je vous avouerai que ça a été très, très compliqué, mais aussi très rapide de trouver un emploi parce que, en fait, la paye, qu'on rentre en cabinet, pour moi, après, enfin, à mon époque, c'est la voie royale pour trouver du travail. Du coup, après mon deuxième emploi, eh ben, le maximum de chômage que j'ai eu pendant toute ma période de cabinet, c'était 2 semaines. 2 semaines de chômage entre deux contrats, mais sinon, j'ai toujours réussi à trouver des contrats. J'ai beaucoup appris en cabinet, c'est pour ça que je dis pour moi, le cabinet est la meilleure école. J'ai beaucoup appris en cabinet et j'ai beaucoup vu ce qui n'y allait pas en cabinet. Ça veut dire la saisie manuelle des éléments variables qui pousse à faire des erreurs, qui poussent à faire que les clients ne soient pas contents, qui poussent, voilà, l'erreur zéro n'existe pas, enfin, sauf si chez vous, vous avez des gestionnaires de paie super bons, super rigoureux, qui arrivent à faire des zéro erreur. Moi, j'étais dans un cabinet où ils facturaient les bulletins à 50 € parce qu'il était connu pour être zéro erreur. Malgré le zéro erreur, ben, tous les gestionnaires de paye du cabinet arrivent à faire voilà, quelques erreurs par-ci, par-là, mais bon, vu que l'exigence du cabinet, ça poussait à être excellent. Et voilà, j'ai vu l'évolution, j'ai vu Cégide arriver, Mmh. j'ai vu Silae arriver qui a rasé tout le marché. Et aujourd'hui, Silae arrive à un plafond de verre, justement, comme nous on va l'aborder.
c'est que leur propre plafond de verre, c'est le service client. Ils ont tellement de clients qu'ils n'arrivent plus à gérer. On voit énormément de gens se plaindre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, de dire on n'est pas content, on n'est pas content. Euh, voilà, il y a du name shaming au niveau de Silae. Et le truc, c'est parce que en fait, le truc, c'est que plus que les gestionnaires ne soient pas contents, c'est aussi le mode de fonctionnement des gestionnaires. Parce que des fois, l'erreur ne vient pas forcément de Silae, mais de comment on a produit le bulletin de paye, comment on a paramétré le dossier, etc. etc. Et voilà, c'est vraiment un peu de ça que nous, on va parler avec Thierry et qui vraiment, moi, m'a poussé à me dire, OK, il y a des souffrances, il y a des choses qui ne vont pas. Et moi, pour avoir expérimenté plusieurs cabinets, pour avoir fait avoir travaillé dans des institutions avec 5000 salariés, et ben, j'ai pu voir vraiment la base des choses qu'il faut mettre en place pour que nous, en tant que gestionnaire de paie indépendant, et moi qui ai été aussi indépendant, j'ai vu aussi les défis qu'il y a en dehors de la production et comment résoudre aussi ces défis qui sont en dehors de la production. Et voilà, c'est un peu tout ça avec Thierry, on a décidé de vous partager. Alors justement, en fait, Wilson, si tu devais revenir aujourd'hui sur ton parcours, qu'est-ce qui, quelles sont les clés justement que tu pourrais nous partager qui t'ont permis d'évoluer, de faire évoluer ton métier? Comment il s'est transformé selon toi ton métier, en fait, de payeur? Ben, de payant, moi, ce que je dirais, comme ce que j'ai partagé sur LinkedIn, vraiment, les clés, un, la gestion de projet, c'est-à-dire que de voir sa gestion de portefeuille comme vraiment une gestion de projet et à l'intérieur de chaque portefeuille, de chaque gestion de client, comment gérer la production de sa paye de A à Z. Vraiment, il y a des process et, ça se passe en gestion de projet. Après, c'est l'autonomie, ça veut dire de pouvoir être très rapidement autonome. Moi, on me l'a donné facilement, c'est pour ça que c'est la différence entre un assistant paye et un gestionnaire de paye. C'est comment j'ai fait pour être autonome et savoir gérer mes dossiers de A à Z, mon portefeuille, les problématiques. Et ce qui a été le plus efficace pour moi, c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir des gros dossiers. C'est-à-dire qu'en cabinet, très souvent, j'avais des petits dossiers. Quand j'arrivais à avoir 15, 15, 15 bulletins de paie, c'était waouh, super. Mais Mmh. je gérais à peu près 80 dossiers de 1, 2 ou 3 salariés. Mais la première fois que j'ai eu un dossier de 30 salariés, il fallait que je me dise, OK, waouh, j'ai 30 salariés, comment je fais pour faire en sorte que je n'ai pas à saisir 30 fois la même information? Et c'est de là que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je fasse des masques de saisie, que je fallait que je fasse des tableaux d'import. Et voilà. Et après, plus il y avait une masse de salariés à gérer, entre voilà, 100 salariés, 200 salariés, plus la nécessité de là arriver, ce qui est la deuxième étape de mon parcours, et ça je l'ai découvert plutôt en sortant des cabinets d'expertise comptable, c'est tout ce qui est système SIRH. Vraiment, c'est là, moi, qui a été pour moi les points clés de mon parcours et de mes compétences que je dirais qu'il faut avoir en tant que gestionnaire de paie et encore pire en tant qu'indépendant. Alors justement, Wilson, on va y venir justement sur les difficultés que moi j'entends à chaque fois sur le fait de devenir indépendant et de vivre de son activité. Voilà, j'espère que tu vas pas te faire attaquer là où tu es. Ouais, C'est un ouais, peu plus lourd, là, carrément. ça, ça, Euh, les gens sont pas contents, désolé. tu es en fait avec une tu es en train de manifester, c'est ça? Sauf que le gars qui manifeste, qui est pas content, je suis désolé, c'est dans l'immeuble, c'est dans l'immeuble. Oui, Aussi, oui, oui. le gars qui crie, il crie tout seul en fait. Il est Bon, pas d'accord. content. Parce que, en fait, on va essayer de pouvoir se concentrer sur notre sujet, qui effectivement, tu parlais des SIRH. Mm. Si on revient sur cette notion du SIRH aujourd'hui, avec cette vision très plus front office de la paye, hein, c'est-à-dire en fait Mm. de pouvoir mettre en place des services en ligne qui permettent de capter, et on verra, ça c'est un enjeu dans la production,
de capter notamment tout ce qui impacte la paye, tout ce qui est variable de paye, tous les événements finalement du salarié. Souvent, on me dit que la difficulté, c'est justement, c'est que culturellement, le client n'est pas prêt pour pouvoir mettre en place ce type de solution. Et notamment dans l'écosystème, finalement, des clients que nous, indépendants, nous adressons. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus, Wilson? Ben moi, je dirais que c'est vraiment un peu une contre-vérité parce que on pourra toujours dire oui, le client n'est pas content, mais en fait, le truc, c'est comment on accompagne le client. C'est que moi, je pense qu'il y a aussi un très gros problème d'accompagnement du client parce que parce qu'on leur dit souvent on leur dit bah, écoutez peut-être soit on impose un SRH soit on dit ça mais on n'arrive pas à vraiment symboliser et faire comprendre quel est l'intérêt pour lui et celui du salarié. Pourquoi c'est important de mettre en place un SRH? Pourquoi pour lui c'est important en tant que dirigeant? Et pourquoi nous, et pourquoi nous, on a du mal en tant qu'indépendant, que GP ou que responsable paye, de se dire, mais en fait, ben non, c'est nous, si on veut être efficace, c'est un peu aussi aux clients de pouvoir s'adapter à la nouvelle technologie. Je prends l'exemple d'aujourd'hui, les banques, le système bancaire. Ben, le système bancaire, il s'est imposé le fait d'avoir son compte sur Internet. Il a pas attendu que les gens disent bah non, moi j'ai pas envie de votre site internet, moi j'irai pas sur votre site internet, j'irai pas me loguer pour voir mes relevés de compte pour faire une opération. Mais si on veut être efficace, il faut le dire clairement, comment ont exposé les néobanques? Ben, les néobanques ont exposé sur un modèle qui est complètement numérisé, qui est complètement digitalisé. Soit on peut se dire, ben, on est une simple banque, et ça, il en existe quasiment plus en France, des simples banques qui sont 100% non digitalisées. Soit on se dit, ben non, il faut être moderne, un néo-gestionnaire de paye, et se dire, ben ok, nous on digitalise et on vous accompagne dans ça. Parce qu'aussi, il faut comprendre qu'il faut accompagner le client vers cette digitalisation et lui faire comprendre pourquoi ça a un intérêt pour lui. Oui, d'ailleurs, bah, c'est souvent pourquoi je valorise, moi, et j'interpelle sur le fait de pouvoir ajouter comme corde à son arc d'indépendant le volet formation pro, de manière à être dans cette posture d'accompagnement, justement, qui permette de sortir de sa posture de pur gestionnaire pour aller vers une posture d'accompagnement qui est une posture finalement qui devient, à mon sens, un prérequis lorsqu'on veut entreprendre, lorsqu'on veut avoir son propre business. Sinon, on reste dans une posture de preneur d'ordre, à la merci des donneurs d'ordre, justement. Et c'est ce que j'observe, moi, sur le marché. Hein. On a vraiment, aujourd'hui, je vois bien, parce qu'avec 6 ans de recul, je vois bien à quel point ceux qui réussissent, sont vraiment dans cette posture proactive qui permet justement de pouvoir travailler sur des besoins latents du client, de voir comment l'amener à gagner lui-même aussi en compétences et en culture, en tout cas, en culture d'administration de son personnel. Et ça, c'est très important. Moi, je Ouais. l'ai observé souvent comme une fausse barbe, hein, même chez la plupart des experts comptables aussi, que de dire oui, non, mais moi, mes clients, ils ne sont pas prêts effectivement à mettre ce type de service en place. Je crois que c'est bien pratique finalement de se réfugier derrière ça. Comme tu le dis, à un moment donné, il y a aussi un acte fort, il y a vraiment un acte, une posture forte à pouvoir affirmer. Et ça relève du mindset. Alors justement, on va décrypter un petit peu tout ça, Wilson, Ouais. pendant ces 20 minutes qui nous restent, en revenant un peu sur les difficultés finalement dont chacun me fait part lorsque il se lance. Lorsque vous vous lancez, souvent les questions que vous me dites ben, sont les suivantes en fait. C'est que moi je rencontre des personnes qui se sont lancées, alors bien sûr qui ont négocié soit une rupture conventionnelle, soit qui sont passées devant une commission en démission reconversion. Et ça, c'est bien pratique parce que ça permet effectivement d'avoir, je dirais, un filet financier de transition pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. Bon, ceci dit, il y a une échéance. Il y a une échéance au bout de cette transition qui est la fin justement des indemnités et comment est-ce qu'on va gérer ça. Et ça s'anticipe et c'est déjà la première des compétences finalement qu'il nous faut acquérir lorsqu'on se met à son compte, c'est la maîtrise des échéances. C'est de pouvoir travailler sur
à la fois aujourd'hui et demain. Donc, il y a un pilotage de la montée en charge de l'activité, de manière à pouvoir se fixer sur cette échéance-là. Alors, quelles sont les difficultés? Bah, souvent, d'ailleurs, dans la tête de chacune et chacun, j'ai la question: suis-je capable, Wilson? Est-ce que je vais être capable de le faire? Et comment je vais être capable? Quel risque je prends? Et avec cette vision, effectivement, du sauteur à la perche, en se disant, bon, la barre est peut-être un peu haute, mais et cette barre, en fait, elle est exprimée souvent à travers les obstacles numéro un. À chaque début de masterclass, je demande d'ailleurs, par rapport au projet de création que vous avez, quel est votre obstacle, selon vous, le numéro un pour avancer? Alors, on me cite en gros ces différentes réponses-là. Il y a bien sûr la confiance en soi, qui peut s'exprimer sous la forme d'une question: suis-je légitime pour le faire? Est-ce que j'ai le droit? Même des fois, on me demande, Wilson, est-ce que j'ai le droit, moi, de faire ce métier, de faire des payes, etc. Parce que les experts comptables, ok, mais moi, on m'a dit que j'avais pas le droit. Alors, il y a des confusions entre le contrat de travail, etc. Bon, il y a vraiment besoin de poser à chaque fois ces sujets-là. Ensuite, il y a la méconnaissance du marché. C'est que finalement, la plupart d'entre nous, on a une approche de ce que pourrait être notre activité freelance à travers finalement notre expérience de salarié. Donc là, on se rend Ouais. compte que rien qu'en citant cette phrase, on se rend compte déjà des difficultés. C'est-à-dire que juger une situation à l'aune d'une situation qui n'a rien à voir, ça va nous limiter effectivement dans la construction. Donc il y a besoin de connaître le marché. Et ça, je reviens souvent là-dessus, Wilson, sur les différents positionnements qu'on peut prendre. Bien sûr, c'est par quoi je commence aussi, par quoi je commence en matière de structure juridique, le financement dont je vais avoir besoin pour lancer ça, les capitaux, voilà, le budget, le capital social. Et puis, bien sûr, en tête de tout ça, c'est comment je trouve mes clients. Comment je trouve mes clients, comment je fais l'acquisition de mes clients, comment je rentre en contact avec eux. Et puis après, suit la deuxième difficulté qui est, OK, j'ai trouvé mes premiers clients, mais maintenant, en fait, comment j'arrive à jongler entre le fait de produire mes clients et le fait de continuer à trouver des clients parce que ceux que j'ai actuellement ne me suffisent pas pour vivre. Donc il y a vraiment cette graduation, dans la difficulté finalement à se lancer qui est globalement, bon, qu'est-ce que ça représente que de se mettre à son compte en matière de structure juridique, de financement, de démarches à réaliser, etc. Deux, il y a les aspects marketing commerciaux, d'autant plus que en tant qu'expert paye, en tant que professionnel de la paye, on ne nous a pas appris à pouvoir le faire. Tu citais, Wilson, le fait que on dit souvent qu'un des critères de réussite, c'est d'avoir travaillé en cabinet d'expertise comptable. Moi, c'est souvent un débat que j'ai aujourd'hui et avec tous les professionnels avec lesquels j'échange. Et régulièrement, il y en a entre 100 et 200. Et en fait, où je vois les parcours. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Moi, au départ aussi, j'avais un peu cette croyance-là. Et c'est pas si évident que ça que ce soit une clé de réussite. Parce que il y a aussi toutes les notions de création de valeur ajoutée pour le client, d'accompagnement du client. Alors certes, ça nous permet de voir pas mal de cas de figure, certes, ça nous permet d'avoir une posture finalement dans la production, une capacité à gérer les dossiers, comme tu le disais, et ça, c'est une vraie capacité, on va le voir justement dans les difficultés pour casser le plafond de verre. Mais il y a aussi une intelligence, je dirais presque de cœur d'accompagnement du client, et où là, finalement, se poser la question, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on a réfléchi aussi, hein, Wilson, sur la niche sur laquelle on pouvait s'installer. C'est-à-dire, quelle est notre différence et comment valoriser notre expertise à travers cette différence? Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, qu'est-ce que je sais faire de la paye de A à Z? Qu'est-ce que j'ai pu faire jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai rencontré à travers ça? Et c'est vrai qu'avec Fatine, on se disait ça encore l'autre jour, c'est que finalement, si j'ai fait peut-être certes plein de conventions collectives, mais que je n'ai fait qu'une part, je me suis ultra spécialisé presque de façon taylorienne, hein, dans les cabinets, sur juste un aspect de la paye, ce n'est pas forcément une clé ensuite de transformation. Et puis, il y a les questions qui portent sur la façon de se programmer pour sortir du salariat et adopter une posture d'entrepreneur.
Ça nous demande d'acquérir finalement des compétences d'un deuxième métier qui est celle de pouvoir entreprendre. Donc, on va revenir là-dessus, sur ces difficultés de nouvelles compétences, finalement, au-delà des compétences de la paye. Alors, est-ce que vous avez des questions à nous poser par rapport à ce qu'on a pu déjà échanger à ce stade-là, avant d'aller sur aujourd'hui, finalement, les clés du modèle économique qu'on va énoncer ensemble, Wilson, et on y reviendra de toute façon en partie 2. En partie 2, le 8 avril, donc à 17h, à travers la masterclass qu'on a également préparée, où là, on va détailler les clés de réussite. Donc, au-delà des difficultés qu'on a déjà pu noter. Donc, on a vu que, principalement, dans les difficultés, on avait comment je fais l'acquisition de clients et quel type de client je peux cibler justement par rapport à mon projet. 2, on a vu qu'il y avait besoin effectivement de pouvoir mettre en place finalement un process clé, une activité clé d'acquisition de clients qui me permette finalement de maîtriser mon agenda, maîtriser mon emploi du temps. Donc, on va revenir là-dessus. Deuxièmement, on a vu qu'une fois qu'on avait acquis nos premiers clients, eh bien, il nous fallait pouvoir conjuguer la production avec la prospection. Donc, la façon de pouvoir, eh bien, en fait, justement, organiser, optimiser ce temps-là. Et puis, troisième question, on a vu que la difficulté, c'était d'avoir de la visibilité dans le temps. C'est de maîtriser finalement quelque chose qui nous semble assez invisible et assez impalpable, assez immatériel finalement. Et c'est vrai que là, c'est une capacité à travailler sur sa boîte, en fait, qu'on va voir. Alors, je vois, il y a une question. Rachida nous pose une question, Ouais, c'est comment gérer un nombre important de bulletins, Wilson? Une ouais, réponse c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en plus, j'allais lui répondre, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire important? Parce que selon les personnes, ouais. c'est le mot important est différent. Moi, en cabinet, je gérais 500 bulletins, mais j'étais tellement bon que en fait, c'était sur 30 dossiers. Et gérer 30 dossiers n'est pas la même chose que devoir gérer 80 dossiers avec le même nombre de bulletins, 500 bulletins. Alors, c'est vraiment. En fait, le truc, c'est plus que le bulletin, c'est combien de bulletins pour combien de dossiers. Et là, l'équation, elle est plus difficile. Plus on a un nombre de clients différents, plus effectivement, c'est un peu compliqué de pouvoir gérer. Après, il y a des astuces, c'est sur ce lequel concerne nous un peu ce qu'on va vous expliquer après, mais ça dépend. Alors, c'est un peu coupé. Tu disais mais, Wilson? Mais ça dépend, en fait, ce que je disais. Voilà. Ça dépend vraiment de chacun. Alors, très bien, Wilson. Donc, alors, Rachida, peut-être vous pouvez nous dire, pour vous, qu'est-ce qu'un nombre important de bulletins? Et pour chacun d'entre vous, d'ailleurs, qu'est-ce que aujourd'hui, d'ailleurs, une question, on pourrait faire un mini-sondage flash. Pour vous, combien faut-il produire de bulletins pour pouvoir vivre de votre activité de gestionnaire de paie indépendant? Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quel est justement cet asymptote, cet objectif? Alors, je vois 350 bulletins. Rachida nous dit plus de 300 bulletins, 350 bulletins pour Eshraf. OK. Allez, dites-nous comment vous. Et alors, bien sûr, la question implicite, Wilson, que je ne poserai pas là publiquement, c'est quel est votre objectif de revenu? On en parlera la fois prochaine, ça d'ailleurs, tiens, sur qu'est-ce que ça veut dire que bien vivre de son activité d'indépendant. Alors, je vois Angela qui dit il y a plusieurs manières de devenir indépendant dans la paye, soit avoir un profil freelance et intervenir en entreprise sur des missions temporaires, ou ce dont vous parlez, acquérir des clients et gérer son propre planning. Les deux solutions seront-elles évoquées? Alors, oui, alors nous, on est sur, là, avec Wilson, on s'est attaché sur le fait d'être plutôt sur le développement d'un portefeuille de paye, un portefeuille de clients, et pas être dans la posture consultant. Ce consultant, je l'évoquerai sur d'autres masterclass. On est vraiment dans la posture de comment je suis un spécialiste de la gestion sociale, de la paye, et comment je peux effectivement développer un portefeuille.
Et ça, c'est important parce que développer son propre portefeuille de paye, c'est aussi une vision patrimoniale. Moi, en tant qu'entrepreneur, je m'amuse enfin, je sais pas que je m'amuse, je dis souvent qu'il y a 4 niveaux de revenus. Et le quatrième niveau, bah, c'est la réalisation demain de votre entreprise. Vous savez, les experts comptables valorisent leur fonds de commerce, hein. Ils se vendent d'ailleurs leurs clients entre eux. Il y a soit la façon de se lancer en partant de zéro, soit se lancer en rachetant un portefeuille. Et c'est quelque chose qui est en train d'exister aujourd'hui sur le marché des spécialistes de la paye. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir cette vision-là, de se dire, bah, en fait, je peux développer véritablement un fonds de commerce. Et là, on est sur cette vision-là, Angela, hein, sur le développement d'un fonds de commerce de façon pérenne et de façon efficace. Alors, je vois ici, sur le nombre important, tout dépend du tarif. Au-delà de 400 bulletins, à mon sens, je trouve que 350 bulletins permet aussi de pouvoir travailler dans la qualité. OK. J'ai 110 dossiers pour 500 payes en moyenne, avec une variation saisonnière. Waouh, bravo Sarah. Plus contact client en indépendant, je peux grandement diminuer le volume tout en étant rentable. D'accord, donc c'est pas mal parce qu'on a, Wilson, on a des physionomies qui sont un peu différentes là sur le. Je peux, ouais, donc tout à fait. Ouais, Donc, bah ça, Sarah, ça veut dire que déjà, dans ce que je lis de votre formule, on voit que vous avez une culture sans doute du pilotage. Vous savez sur quelle pédale appuyer pour accélérer ou ralentir, visiblement, tout en conservant votre point mort ou votre activité. Donc ça c'est déjà un début vraiment enfin, c'est pas plus qu'un début, c'est une compétence entrepreneuriale importante et qu'on va voir. Alors justement, on va voir ces fameuses pédales sur lesquelles appuyer pour générer une activité qui soit pérenne et qui nous permette d'être en confort. Alors, on l'a classé selon le modèle des 3 P, hein, Wilson. Et ces 3 P, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Bien, en fait, c'est prospecter, produire, piloter. Alors, Wilson, il y a quelques jours, tu t'es amusé à faire un exercice qui était de voir finalement l'agenda, l'emploi du temps, le nombre d'heures finalement par mois qu'un indépendant finalement devait consacrer à son activité, en sachant que quand on est expert paye salarié, finalement, on se concentre ouais, sur produire. Et dès lors qu'on va se mettre à son compte, au-delà de produire, on va avoir prospecté et piloté qui vont intervenir. Alors, tu m'as montré un tableau qu'on partagera la fois prochaine d'ailleurs, ouais. où tu listes un peu chacune de ces tâches que tu as identifiées, et tu es arrivé finalement à un volume horaire qui, à un moment donné, était juste effrayant finalement. C'est ça. Ça, c'est en partant de base ben, si moi, en tant qu'indépendant, je copie-colle un peu ce que je fais en cabinet, ça veut dire tout simplement, je produis, je fais de la saisie manuelle ou des choses comme ça. Et je me dis, OK, super, bah tiens, voilà, je sais gérer des bulletins de paie, je me mets en indépendant. Sauf que des fois, on a tendance à calquer comment on produit les choses pour travailler sans savoir que, ben, il y a des systèmes qui permettent de pouvoir gérer et optimiser les 3 P à chaque fois pour diminuer cette charge de travail. Ouais, et notamment les nouveaux outils dont on peut disposer. Et on s'est justement attelé à un travail vraiment énorme, puisqu'on y travaille depuis maintenant bah, début janvier, sur comment on pouvait se créer du confort, justement, comment on pouvait bah, identifier des outils en fait, et des méthodes qui nous permettent justement de revenir le plus rapidement possible à une charge de travail qui soit le plus acceptable et même de gagner, sans citer Tim Ferry sur la semaine des 4 heures, mais de pouvoir tendre vers ça. Juste, je vais m'interrompre quelques minutes puisque je vois Sarah. Sarah, d'ailleurs, je pense que vous auriez pas mal de choses à témoigner aussi, à partager pendant cette masterclass et pendant la prochaine. Sarah qui te pose une question, Wilson. Avez-vous déjà rencontré des difficultés avec des clients sur la crédibilité de l'indépendant par rapport au concurrent principal qui est l'expert comptable? Ben, tout simplement, oui, on a des difficultés. Maintenant, comment on donne ça? C'est notre crédibilité en tant que nous, spécialistes de la paye. On pourra toujours être OK, oui, ben, OK, vous prenez un expert comptable. Moi, mon beau-frère est comptable, qui travaille en cabinet d'expertise comptable. Il fait des payes, mais il n'est pas expert paye.
C'est-à-dire que ces payes seront peut-être faites par un comptable, tout simplement. Nous, c'est que nous, on a un côté focus. C'est là aussi qu'on doit aussi upgrader ce qu'on fait. On ne doit pas se dire, bah, OK, tenez, on va faire vos payes. Mais non, c'est que nous, on s'attaque à tout l'aspect RH de l'entreprise et on va voir au-delà que simplement vous produire un bulletin de paye. On sera force de proposition sur les aspects juridiques ou sur les aspects RH que n'offrent pas tous les cabinets d'expertise comptable. Et c'est à vous de vendre vos arguments. Il y a des techniques de contre-arguments, et ça se travaille. Thierry vous pourrez les apprendre, ou moi-même. C'est juste avoir ces techniques de contre-argument. Oui, exactement. C'est souvent une question qu'on me pose, mais pourquoi me choisir moi par rapport à un expert comptable? En fait, c'est vraiment regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, en l'occurrence. Mhm. Moi, une des réponses que je m'amuse à faire le plus souvent, c'est la même différence qui existe entre le médecin généraliste, le médecin de famille, et le cardiologue ou l'ophtalmo, ou etc. Donc le spécialiste. Et être spécialiste, par contre, la bonne question à se poser, c'est effectivement ce que tu dis, Wilson, c'est ça veut dire quoi être spécialiste? C'est quel est mon périmètre? Jusqu'où je dois aller? Qu'est-ce que je dois intégrer? Et c'est d'ailleurs les premières questions à se poser, à mon sens, pour se lancer. Et Mhm. pouvoir prospecter et enclencher le cercle vertueux ensuite de votre activité, c'est d'abord se poser cette question-là. Et effectivement, c'est une vraie et très bonne question. C'est qu'est-ce qui fait que je vais avoir effectivement une place sur ces sujets-là? Comment je vais effectivement être crédible? Comment je vais être légitime? Et qu'est-ce que je dois concevoir comme offre? Parce que moi, je me rends compte de ça. On ne vend jamais de la paye. On ne vend pas de la paye. On peut vendre de la production paye en sous-traitance à un spécialiste de la paye, mais à un client direct, que ce soit d'ailleurs, Angela, en posture, développer son fonds de commerce ou être consultant, sur site ou enchaîner des missions, etc. C'est qu'on va répondre à un besoin. On va traiter un besoin, un projet, ou en tout cas un sujet qui est plus large, qui en tout cas se définit autrement que par produire une déclaration de TVA. Vous voyez, ça revient un peu à ça. Donc, cette question de la crédibilité, c'est tout de suite se poser la question du premier P qui va m'amener à prospecter. C'est la différenciation, et notamment la différenciation par rapport à des professions dites de médecins généralistes, et qui a, avec toute la noblesse d'ailleurs de ce métier, qui est d'intervenir sur 10 milliards de questions déclaratives à faire. Il faut savoir d'ailleurs qu'un portefeuille paye, si on regarde, un portefeuille paye en cabinet d'expertise comptable, en moyenne, sont des dossiers de 4 payes. Les spécialistes de la paye traitent des dossiers qui sont plus importants. Pourquoi? Mhm. Par rapport à ce que tu dis, Wilson, qui est effectivement qu'on va rentrer plus dans l'intimité RH de l'employeur, et notamment avec tous les enjeux finalement de sa croissance, ou de son effectif, en fait, et notamment tous les effets de seuil qui commencent aux premières embauches, à la première embauche, et ensuite qui vont se poursuivre au fur et à mesure de son développement. Donc, la prospection, ça, c'est le premier point sur lequel on reviendra en détail, le premier P, sur lequel on reviendra en détail à la prochaine masterclass, qui est prospecter. Comment je mets en place un tunnel de vente? Comment je vais identifier ma niche comment je vais communiquer sur ma différence, comment je vais valoriser mon expertise, et comment je vais pouvoir intégrer l'IA pour signer 80% de mes missions avec 20% d'intervention manuelle. Alors ça, c'est très important, ce Pareto. Ce Pareto, c'est un 20-80 qu'on retrouve un peu de partout. C'est une règle du vivant qui est finalement se dire comment je peux être avare de ma dépense d'énergie, et pour optimiser justement ce temps passé, ce fameux capital temps, Wilson, que tu t'es amusé à calculer. Donc, premier P, prospecter, on reviendra là-dessus, sur comment je peux automatiser mon tunnel de vente pour adresser les clients qui rentrent véritablement dans mon projet. Donc ça, ça va être une première question sur laquelle on va vraiment rentrer à travers une logique d'approche.
Alors, j'ai justement une question directement là-dessus. Fatou, alors si c'est Fatou que je connais, bonjour. Bonjour Fatou, c'est un plaisir de vous voir là. Wilson, doit-on prospecter en masse ou attendre des éventuels retours des clients avant de continuer à prospecter? Moi, j'ai un ami Bah, aussi là. moi, pour moi, attendre, comme on dit, les éventuels retours de clients, ça reste éventuel et ça reste des prospects. Pour moi, tant que vous n'avez pas transformé, ça reste des prospects. Et Exactement. après, ce qu'il faut, c'est d'avoir des clients de qualité. Justement, ça vous permet, après, vous, de faire le filtre. Parce que je vous dis, si vous attendez un retour de client et qu'après, vous signez avec un client et que ce client vous dit, bah, écoutez, moi, je fais tout manuellement, je vous envoie les mails manuellement, je vous envoie des variables par téléphone, je vous appelle, j'ai 10 salariés, mais il faut que je vous appelle pour donner les variables. Bah, non, à mon avis, je préfère ne pas prendre ce client et continuer de prospecter. Après, ça, c'est mon avis, je te laisse tirer, qu'est-ce que tu en penses? Ah, exactement, exactement. Alors moi, c'est souvent le débat, hein. D'ailleurs, les commerciaux utilisent souvent ce débat-là pour en faire le moins possible. En fait, en disant, mais moi, je préfère avoir des clients de qualité plutôt que de faire de la quantité. Ben non, ça, c'est un faux débat. En fait, le vrai débat, c'est celui de la loi des nombres. La vraie posture, c'est celui de la loi des nombres. Ne jamais dépendre de la réponse positive ou négative d'un client. Ça, c'est très important. Le projet, il n'est pas aliéné à un client. Notre projet, c'est nous qui le maîtrisons. Et pour ça, c'est d'avoir finalement une quantité suffisante de qualité de prospects. Donc, c'est de conjuguer la quantité avec la qualité. Donc, de toute façon, on pourra tourner autour du pot 107 ans. Il faut une quantité de clients de qualité. Donc, c'est de savoir cibler quels sont les prospects qui vont contribuer au projet de mon entreprise, donc d'avoir un client idéal, hein, ce qu'on appelle un persona aujourd'hui en startup, c'est-à-dire en fait, quel client va contribuer à faire développer mon projet selon la vision que j'ai de mon projet. Donc le client est une ressource clé en fait, hein. C'est exactement comme le logiciel de paye. C'est de regarder le client comme un élément clé de développement de notre projet d'entreprise. Donc, jamais dépendre de la réponse d'un client, d'avoir toujours une capacité à pouvoir atteindre nos objectifs, quel que soit, je dirais, le taux de transformation, et en connaissant ce taux de transformation et en agissant en fonction de celui-là. C'est ce qu'on appelle un pipe, c'est-à-dire en fait combien de clients faut-il que j'adresse pour pouvoir avoir le nombre de propositions commerciales suffisantes pour pouvoir signer enfin le nombre d'affaires que je dois signer dans l'année pour atteindre mes objectifs. Et c'est ce qu'on va voir la fois prochaine dans Prospecter. C'est comment je mets en place justement ce pilotage automatique de l'acquisition de prospects suffisamment nombreux pour pouvoir signer les missions que je dois signer en fait dans l'année. Ensuite, deuxième tunnel de vente, Wilson, c'est celui de la production. Celui de la Ouais, production. juste avant de commencer à parler, Oui, je réponds juste à Sarah qui posait une question. oui. Sur bah, dans combien de temps je peux avoir le premier client? En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas se concentrer sur le premier client, parce que des fois, le premier client, on l'a très rapidement. Moi, mon premier client, je l'ai eu très rapidement. C'est plutôt les clients suivants sur lesquels, des fois, c'est plus compliqué et sur lesquels il faut se concentrer. Et parce qu'on peut avoir un premier client, ok, ouais, j'ai su, super. Même moi, j'ai eu des propositions de premiers clients, ce que j'ai refusé, parce que quand je suis allé au fond et que j'ai vu qu'en fait, non, le client, il voulait faire des trucs un peu à la mano, etc., ben, j'ai dit, ben non, en fait, ça m'intéresse pas. J'ai même refusé des premiers clients. C'est plutôt les clients suivants, ben ok, ben comment je fais pour avoir des clients après? C'est sur ça qu'il faut travailler. Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment, mais on va vraiment se donner. Alors je vois le temps passe très très vite, Ouais, Wilson. Il est ouais. 12h19, donc normalement on a déjà 4 minutes de dépassement, mais c'est pas grave, on va continuer à dépasser un peu. Restez avec nous juste au bout, juste pour qu'on puisse aller jusqu'au bout déjà de la structure des 3 P, puisque là maintenant on est sur le deuxième P qui est produire. Wilson, en quelques minutes, si on peut justement se fixer sur les enjeux de produire. Ben, les enjeux de produire, c'est comment faire du volume avec le moins de travail manuel. C'est vrai, toujours, comme tu disais, sur cette loi des 80-20, c'est comment je mets en place des systèmes qui vont permettre d'automatiser le maximum de ma production, et notamment ben, le choix de son SIRH. C'est déterminant pour moi en tant que GP indépendant.
Je peux dire un GP normal, moi j'étais dans des boîtes, 500 salariés, ils faisaient les variables à la paye, hein. Eux, bon, c'est des salariés, il n'y a pas de souci. Mais pour nous, en tant qu'indépendants, on ne peut pas se permettre de faire la saisie variable de la paye. Et c'est sur ça qu'on continuera la prochaine fois. Et oui, ça c'est vrai qu'il y a vraiment des activités clés dans la paye. Là aussi, je suis souvent surpris par le fait qu'il n'existe pas de process paye ou de livre blanc de paye, en fait, chez les spécialistes de la paye. Il y a cette culture assurance qualité qui est la maîtrise des process qui est souvent un petit peu absente, ou elle est peut-être oralement existante, mais elle est pas formalisée. Or, de formaliser les choses, en fait, les industriels savent bien que c'est source de performance, et ça nous permet justement d'éviter de réinventer la poudre régulièrement, Mhm. d'être à l'abri des erreurs. Donc de fiabiliser, là aussi, d'éviter la charge mentale, parce que c'est vrai qu'on caractérise souvent notre métier de payeur, hein, comme à travers la charge mentale que ça représente, hein, Woodson. Et c'est vrai que c'est juste l'enfer, hein, de tous les paramètres qui viennent impacter notre activité. Donc, on regardera ça effectivement en détail le 8 avril. Et dernier, troisième P, en fait, qui est piloter. Alors, piloter, c'est très important parce que souvent, là aussi, je vois, c'est totalement absent je dirais, de l'agenda même de l'indépendante. Piloter pour nous, hein, Wilson, on l'a vu, c'est vraiment comment je passe je travaille dans ma boîte, c'est-à-dire où je produis comme quand j'étais salarié, finalement. Et ça, je pense que c'est aussi une très grande ligne de rupture lorsqu'on passe du salariat à l'entrepreneuriat. Mhm. Et comment je travaille dans ma boîte, hein, je travaille sur ma boîte. C'est Travailler ça. sur ma boîte, vraiment. C'est-à-dire comment je façonne ma boîte, comment je la modélise, comment j'améliore ce que je fais, Et ça, c'est beaucoup de temps à passer. Et il faut vraiment le passer, ne pas être avare, par contre, de ce temps-là, parce que c'est ce qui va nous permettre de ne plus être la feuille morte dans le vent, de plus subir finalement les événements, mais de les piloter justement, au sens de piloter son véhicule. Et ça commence par savoir se fixer des objectifs. On va voir que finalement, il y a cette notion de se fixer un objectif qui est très précis par rapport à avoir une ambition ou un rêve. C'est comment je chiffre et comment je fixe des délais par rapport à mes actions. Et ne plus fonctionner simplement, mais de se dire pour chacune de nos actions, finalement, quel est le résultat que j'en attends. Et ça, on va voir que là aussi, ça va nous permettre justement d'avoir une clé pour pouvoir bien vivre de son activité et savoir gérer la montée en charge de son activité, et de conjuguer ensuite les différentes fonctions clés, hein, Wilson. Ouais, c'est ça. Bon, ben, on va arriver au terme de cette première partie de notre sujet. Euh, Vraiment un grand, grand merci à toutes et à tous pour Ouais, votre merci, hein. participation, ouais, vraiment pour toutes les questions qu'on a eues, Wilson, hein, c'est vraiment. Vous pourrez continuer en message privé, d'ailleurs sur LinkedIn aussi, à travers nos comptes respectifs, de façon à pouvoir continuer d'échanger entre vous. Je vois Valérie, merci messieurs. Rebonjour Valérie, à chaque fois ça me fait plaisir de vous retrouver dans les masterclass. Wilson, je tenais vraiment à te remercier, et puis te dire tout le plaisir que j'ai à travailler avec toi sur tout ce qu'on fait depuis maintenant 2023. Ouais, Tu es quelqu'un de génial, voilà, avec qui j'adore travailler, comme d'ailleurs merci. beaucoup de dirigeantes et de dirigeants que j'accompagne et vraiment avec qui j'échange et qui m'apportent beaucoup aussi, vraiment, sur toute vos visions du métier. Toi, Wilson, ta vision justement très, très presque geek, je dirais, et va être très précieux, très précieuse pour nous, pour tous les gestionnaires, des experts paye, où c'est pas forcément le projet paye, toute la dimension informatique, technique, aujourd'hui, qui devient vraiment de plus en plus cruciale dans le métier, va être très précieux. Et c'est pour ça d'ailleurs Ouais, qu'on a intitulé notre méthode qu'on va vraiment partager dans le détail le 8 avril, Digital Payeuse AI, qui est en fait qui est un barbarisme d'une certaine vision du métier. Voilà, Wilson. Donc un grand merci à toutes et à tous pour cette participation.
On, on verra pour mettre le replay en ligne cette fois-ci. Et on se retrouve, Wilson, le 8 avril avec, j'espère, vous toutes et tous pour qu'on continue. pour la suite. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Wilson. Ben ok, ben pareil, hein, de même, hein, merci à toi Thierry, merci à vous tous d'avoir participé. Et c'est vraiment les clés on les verra la semaine prochaine, mais les clés sont vraiment dans l'optimisation de votre process. Et si vous voulez être gagnante, ben, et gagnant, c'est dans cette optimisation.